Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir? Que verrions-nous avant d'être anéantis? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons, ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages.
Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi ? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plus tôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ces rayons gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu, belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie? Te demandes-tu peut-être. Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat. Écoutez un peu. La Terre pourrait se situer à proximité de véritables axes spatiaux susceptibles de nous relier à d'autres mondes. Cela s'explique par le fait que notre Soleil occupe le centre d'une immense bulle de gaz chaud, façonnée par d'anciennes supernovas, laquelle comporterait probablement des tunnels menant vers des galaxies lointaines. Faut-il dès lors envisager le développement du tourisme spatial? Examinons la question. La plupart des gens imaginent l'espace comme un simple ensemble de planètes dérivant dans une obscurité sans fin. Pourtant, des recherches récentes suggèrent que cette vision est inexacte. Il apparaît que l'ensemble de notre système solaire se trouve à l'intérieur d'une vaste bulle de gaz chaud et peu dense. Plus étonnant encore, les scientifiques envisagent l'existence d'un étrange tunnel cosmique, ou canal constitué de cette matière,
qui s'étendrait en direction d'étoiles lointaines. Les astronomes ont consacré des années à cartographier le ciel. En combinant toutes leurs données, ils ont mis en évidence une structure ressemblant à un long corridor de plasma chaud et de faible densité, autrement dit un gaz extrêmement ténu et brûlant. Ce canal s'étendrait depuis notre voisinage jusqu'à des constellations éloignées. Des chercheurs allemands ont confirmé cette découverte grâce aux données du télescope spatial Rosita, point sur lequel nous reviendrons brièvement. Il est intéressant de noter que les scientifiques ont identifié depuis longtemps la position de notre système solaire à l'intérieur de la bulle locale chaude. Cette bulle correspond à une région immense, large d'environ 1000 années-lumière. Elle s'est formée lorsque plusieurs étoiles ont explosé en supernovas géantes, il y a des millions d'années. Ces explosions ont chauffé le gaz environnant et creusé cette zone d'espace chaud et peu dense, tandis que leurs ondes de choc ont fragilisé la structure, donnant naissance à des tunnels interstellaires. L'événement fut d'une telle ampleur que ce plasma chaud résiduel nous entoure encore aujourd'hui. Afin de mieux comprendre cette bulle, les scientifiques ont eu recours à Rosita, un télescope à rayons X. Cet instrument balaie le ciel à la recherche de rayons X dits mousse, invisibles à l'œil humain. Ce type de rayonnement provient notamment des gaz chauds, des vestiges anciens de supernovae et d'autres structures cosmiques. Les chercheurs ont également confronté les nouvelles données d'Rosita à des observations plus anciennes issues d'un autre télescope à rayons X, Rosat. En combinant ces informations, ils ont ainsi pu établir une cartographie bien plus précise de l'environnement de notre système solaire. Il faut préciser que cela n'a pas été simple. Les chercheurs ont divisé le ciel en des milliers de minuscules portions afin de mesurer avec précision les faibles signaux provenant de gaz tièdes, de zones pauvres en poussière et d'autres matières présentes dans l'espace. Cet effort a fini par porter ses fruits. Après avoir tout analysé, ils ont réussi à identifier la faible lueur du plasma chaud qui nous entoure. Cela démontre que nous ne traversons pas un vide absolu, mais que nous sommes à l'intérieur d'une vaste bulle laissée par des étoiles éteintes. Ce qui a le plus surpris les scientifiques fut la découverte d'un canal. Il s'apparentait à un long tunnel spatial, traversant le gaz chaud environnant et reliant notre région de la galaxie à des systèmes stellaires lointains. Ils ont également relevé des indices d'un autre canal orienté vers la constellation du Grand Chien, et il pourrait ne pas s'agir des seuls. Les données suggèrent l'existence d'un réseau de passages similaires, se ramifiant dans l'espace, chacun comparable à une voie cachée. Pendant longtemps, les scientifiques ont supposé que l'espace entourant notre système solaire pouvait contenir de petites poches ou cavités, façonnées par d'anciennes explosions stellaires, que l'on pourrait comparer à des grottes cosmiques. Faute d'outils adaptés, cette hypothèse ne pouvait toutefois être confirmée. Désormais, grâce aux nouvelles données fournies par le télescope Rosita, une image nettement plus claire a émergé. Les observations révèlent que l'espace voisin n'est pas vide, mais rempli de gaz chaud et peu dense, structurés en formes inhabituelles telles que des bulles et des tunnels. Ces résultats valident en partie les prédictions anciennes. Nous vivons au sein d'une vaste bulle de gaz chaud, reliée à d'autres bulles par de longs canaux de faible densité. L'étude montre également que la pression interne de cette bulle est inférieure aux attentes, ce qui suggère qu'elle n'est peut-être pas entièrement fermée et qu'elle pourrait s'ouvrir en certains points, laissant le gaz chaud s'écouler vers d'autres régions de l'espace. En résumé, cette bulle chaude est loin d'être simple. Certaines de ses parties pourraient constituer des voies ouvertes, tandis que d'autres paraissent obstruées. Y évoluer revient un peu à traverser une forêt. Certaines zones offrent des sentiers dégagés, d'autres sont encombrées d'arbres. Et même si les astronomes ont cartographié de larges portions de la bulle et identifié ces canaux étranges, de nombreux aspects leur échappent encore. Certains passages semblent formés d'un enchaînement de poches vides reliées entre elles, tandis que d'autres paraissent totalement fermés. Pour en saisir l'ensemble, il faudra disposer d'outils plus performants et de davantage de données. Avec des télescopes à rayons X plus puissants, des relevés du ciel plus profonds et de meilleurs modèles informatiques, nous finirons par comprendre la nature et la structure de la bulle dans laquelle nous vivons. Il deviendra alors possible d'établir une sorte de carte de ces canaux dissimulés et d'apprendre comment ils influencent des phénomènes tels que les rayons cosmiques, la poussière et le vent solaire. En parlant de télescope, il est impossible de ne pas évoquer celui qui a permis d'établir l'existence même de la bulle qui nous entoure. Les scientifiques cherchaient depuis longtemps à expliquer une faible lueur de rayons X de basse énergie semblant couvrir tout le ciel, sans en connaître l'origine. Puis la mission DXL, soutenue par la NASA, a finalement levé le mystère. Les chercheurs ont utilisé d'anciens détecteurs éprouvés
qui avaient volé pour la première fois sur une fusée dans les années 1970. Grâce à ces instruments, ils ont confirmé que l'essentiel de cette lueur provenait d'une vaste région de gaz surchauffée autour de nous, baptisée bulle locale chaude. Dans les années 1990, une autre mission à rayon X, appelée Rosat, a produit des cartes assez détaillées du ciel. Elle a alors mis en évidence un fait surprenant. Les comètes émettaient elles aussi des rayons X mous. Les chercheurs ont ensuite compris que cela se produisait lorsque le vent solaire, des particules rapides issues du Soleil, entrait en collision avec des atomes neutres. Ce phénomène, nommé échange de charges, peut survenir presque partout dans l'espace. Pour cette raison, certains ont commencé à douter que la bulle locale chaude soit vraiment la principale source de lueur en rayon X. Pour tester cette hypothèse, DXL a été lancé le 12 décembre 2012 depuis le Nouveau-Mexique. La fusée s'est élevée dans la haute atmosphère durant environ 5 minutes, offrant aux instruments une vue dégagée de l'espace. L'objectif était d'observer une situation de pire scénario, où de nombreux échanges de charges pourraient se produire. Actuellement, notre système solaire traverse un nuage de gaz froid appelé le nuage interstellaire local, également surnommé la peluche locale. Des atomes neutres d'hydrogène et d'hélium issus de ce nuage se déplacent à grande vitesse à travers notre système solaire. L'hydrogène est facilement influencé par diverses forces, tandis que l'hélium suit surtout l'attraction gravitationnelle du Soleil. Il en résulte un cône de focalisation, une région enrichie en hélium, que la Terre traverse chaque mois de décembre. Ce cône constitue un lieu idéal pour étudier l'échange de charges, car il contient davantage d'atomes neutres que la normale. Que se passe-t-il lors de l'échange de charges ? Le vent solaire provient de la couronne du Soleil, la couche externe extrêmement chaude de l'étoile. Les particules de ce vent ont perdu de nombreux électrons. Lorsqu'une de ces particules percute un atome neutre, elle peut donc lui en arracher un. Cet électron émet alors brièvement un rayon X mou, ce qui crée la lueur observée. À des fins de comparaison, les chercheurs ont aussi analysé d'anciennes données de Rosat datant de 1990, recueillies dans une direction éloignée du cône d'hélium, où l'échange de charges devait être faible. En combinant l'ensemble des résultats, ils ont établi qu'environ 40% seulement des rayons X mou provenaient de l'intérieur de notre système solaire, tandis que le reste, soit la majorité, émanait de la bulle locale chaude. Cela confirme que l'immense nuage de gaz chaud qui nous entoure constitue bien la principale source de la lueur en rayon X. Mais revenons à la découverte du tunnel spatial intergalactique. Elle nous rappelle utilement que l'espace peut paraître calme et vide lorsque vous le contemplez, alors que ce n'est pas le cas. L'environnement spatial qui nous entoure contient en réalité de la poussière, du plasma, des radiations, des champs magnétiques et d'étranges tunnels. Tous ces éléments se mêlent et tourbillonnent ensemble, rendant l'espace bien plus complexe qu'un simple vide. De nos jours, il vaut mieux prendre l'avion si l'on veut se rendre de New York à Londres. Mais saviez-vous qu'il fut un temps où ces deux villes se trouvaient sur le même continent ? L'explication est un peu plus compliquée. Tout d'abord, ces deux villes n'existaient pas à l'époque. Mais les plaques tectoniques sur lesquelles elles se trouvent aujourd'hui étaient beaucoup plus proches. Il y a près de 200 millions d'années, tous les continents de notre planète se sont réunis pour former un grand supercontinent. Cet énorme morceau de terre était entouré d'un seul océan. Nous appelons aujourd'hui cet immense continent la Pangée. Certaines parties de ce continent se sont séparées et se sont éloignées, et c'est ainsi que nos cartes sont arrivées à leur configuration actuelle. Il existe même une expérience intéressante que vous pouvez réaliser pour tester cette théorie. Trouvez une carte en ligne et imprimez-la sur une feuille de papier. Il vous suffit ensuite de découper tous les continents. Lorsque vous commencerez à jouer avec eux, vous remarquerez rapidement qu'ils semblent s'emboîter les uns dans les autres, comme les pièces d'un puzzle. La chose la plus frappante que vous verrez est probablement la façon dont l'Amérique du Sud s'emboîte parfaitement dans l'Afrique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre planète que des supercontinents se forment, puis se désagrègent. Les scientifiques ont découvert que cela s'est déjà produit au moins 3 fois. Et si l'on considère l'âge de notre planète, 4,5 milliards d'années, les 200 millions d'années qui viennent de s'écouler sont à peine un battement de cils. Comment les scientifiques ont-ils compris que les continents se déplaçaient ? Outre l'aspect actuel des continents, ils ont également trouvé des roches identiques à différents endroits de la planète.
Elle semble s'être formée à partir des mêmes minéraux et dans les mêmes conditions météorologiques. D'autres indices? Les dinosaures. Des fossiles de la même espèce ont été découverts en Amérique du Sud et en Afrique. Ce dinosaure particulier, le Mésosaurus, aurait vécu sur notre planète bien avant que les continents ne se séparent. Il est difficile d'imaginer ce qu'a pu être la vie sur Terre avec un seul continent. Tout d'abord, le climat devait être très différent. En effet, la partie médiane de la Terre était probablement très sèche et ne disposait que de peu ou d'aucune source d'eau. De plus, elle était probablement cachée derrière de nombreuses chaînes de montagnes. Celle-ci aurait également constitué une barrière contre l'humidité et les précipitations. Cependant, les géologues ont également étudié des gisements de charbon aux États-Unis et en Europe. Ceci semble montrer qu'au moins une partie de l'ancien supercontinent, qui était proche de l'équateur, devait être une incroyable forêt tropicale, tout comme celle que l'on trouve aujourd'hui en Amazonie. Le charbon apparaît lorsque des restes de plantes et d'animaux se trouvent pris dans des eaux marécageuses. Si l'eau exerce une pression suffisante, la substance se transforme d'abord en tourbe, puis en charbon. Notre planète a existé dans cette configuration continentale pendant plus de 100 millions d'années. Et pendant cette période, il y avait déjà beaucoup de vie sur Terre. C'était l'époque idéale pour être un insecte. Des animaux comme les coléoptères et les libellules ont prospéré. À la même époque, la Terre était parcourue par le prédécesseur de tous les mammifères, le synapside. La vie au sein de la Pangée a été durement éprouvée au cours d'une période ultérieure. On pense qu'une comète ou un astéroïde a atterri sur la surface de la Terre il y a environ 251 millions d'années. La théorie de l'astéroïde ou de la comète semble assez bien étayée, car 90% des animaux marins et 70% des créatures terrestres ont disparu d'un seul coup. La comète n'est peut-être pas la seule cause de cette extinction massive. À la même époque, il y a eu une importante activité volcanique dans le nord de l'Asie, qui a également pu perturber la vie sur Terre. Nous ne le remarquons peut-être pas, mais les continents continuent de se déplacer en ce moment même. La configuration que nous observons aujourd'hui grâce à l'imagerie satellite ne sera certainement pas la dernière. L'Australie, par exemple, se rapproche lentement de l'Asie. Mais la preuve la plus importante que nos continents continuent de se déplacer est la partie orientale de l'Afrique. Cette région est tout simplement en train de se détacher de ses voisines. Pour en être témoin, vous devrez vous rendre dans l'un des endroits les plus chauds de la planète. Si vous visitez cette parcelle de terre située à l'est du continent africain, vous vous tiendrez peut-être exactement à un endroit qui, bientôt, sera divisé en deux par la mer. Sous cette région, 3 plaques tectoniques s'écartent lentement les unes des autres. Si nos données sont exactes, dans un futur proche, l'Afrique sera divisée en deux et un nouvel océan naîtra entre les deux régions. Pour confirmer cette théorie, les scientifiques étudient de près, depuis des années, une fissure de 56 km de long dans le désert éthiopien. On estime qu'il faudra entre 5 et 10 millions d'années pour que ce nouvel océan se forme. La croûte de notre planète étant constituée de multiples plaques tectoniques en perpétuel mouvement, c'est l'endroit idéal pour étudier ce processus. Ces plaques sont toutes de forme irrégulière et elles s'entrechoquent, glissent les unes sous les autres, ou se superposent. Les 3 plaques tectoniques que l'on trouve sous ce désert se déplacent également à des vitesses variées. L'une d'entre elles, la plaque arabique, s'éloigne de l'Afrique à une vitesse d'environ 2,5 cm par an. Les 2 autres plaques se déplacent un peu plus lentement, entre 1,25 cm et 5 mm par an. De plus, ces déplacements entraînent la remontée de matériaux provenant des profondeurs de la Terre et la formation d'une croûte océanique. Tous ces mouvements nous amènent à nous demander comment et quand se formera le prochain supercontinent. Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé plusieurs configurations possibles, chacune portant son propre nom, la nouvelle Pangée, la Pangée prochaine ou l'Amazie. Mais ces prédictions varient encore, car nous ne savons pas exactement comment et pourquoi les continents se déplacent réellement au fil du temps. Nous avons un indice dans la manière dont la Pangée originale s'est divisée. Quoi qu'il en soit,
il faudra entre 15 et 100 millions d'années pour voir apparaître le prochain supercontinent. La nouvelle Pangée, c'est l'hypothèse de la continuation des mouvements actuels. Dans ce scénario, l'océan Atlantique continue de s'étendre et le Pacifique se rétrécit. Les deux continents américains se réunissent d'abord vers le nord. L'Afrique, l'Europe et l'Asie se regroupent eux aussi, puis une immense et unique masse continentale se forme. Un autre scénario possible est la Pangée prochaine. Dans ce cas, l'Atlantique ralentit son expansion et devient une masse d'eau enclavée. L'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie et l'Europe forment des parcelles de terre plus ou moins parallèles et complètement cousues les unes aux autres. En dessous, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et l'Australie complètent le cercle qui entoure l'Atlantique Nord. Un vaste océan Pacifique finit par entourer l'ensemble des terres. L'Amazie est un scénario un peu difficile à comprendre et à étudier à l'heure actuelle. Comme plusieurs plaques tectoniques semblent se déplacer vers le nord, il est possible que tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, glissent complètement vers le pôle Nord. Le climat serait alors très différent et beaucoup plus froid. Dans ce scénario, le Pacifique et l'Atlantique resteraient des étendues d'eau libre. Les scientifiques pensent que cette possibilité est réelle en raison de certaines anomalies causées par la Pangée originale, dans les profondeurs de la Terre, dans la partie qu'on appelle le manteau. Si l'on se projette encore plus loin dans l'avenir de notre planète, on estime que dans environ 1 milliard d'années, la luminosité du Soleil sera supérieure d'environ 10%. L'atmosphère de la Terre ressemblera alors à celle d'une serre humide. En raison de l'augmentation de la chaleur, toutes les étendues d'eau de notre planète commenceront à s'évaporer. Dans 4 milliards d'années, la température de notre planète la rendra semblable à Vénus. La Terre pourrait devenir tellement chaude que sa surface commencera à fondre.